Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. Le réseau Bitcoin, que l'on note traditionnellement à l'écrit avec un grand B majuscule, consiste en un réseau d'environ 50 000 nœuds aujourd'hui. On observe que ceux-ci sont répartis un peu partout dans le monde, États-Unis et Allemagne en tête, sauf en Afrique, où Bitcoin est quasiment absent. Chacun de ces nœuds réalise ou peuvent réaliser les mêmes actions. Il n'y a pas de nœud qui posséderait plus de droits que les autres. En particulier, il n'y a pas d'autorité ni de banque centrale. Sur ce réseau circule un actif numérique appelé Bitcoin, traditionnellement noté avec un B minuscule à l'écrit, que d'aucuns considèrent être une monnaie ou aimeraient qu'il le soit, car il représente ou pourrait représenter à la fois un moyen d'échange, une unité de compte, et tenir lieu de réserve de valeur, suivant les 3 critères qu'avait énoncé Aristote en son temps dans la Grèce antique. Que Bitcoin soit ou non une monnaie est un débat dans lequel nous ne rentrerons pas. Nous notons juste que Bitcoin est reconnu comme une monnaie au Salvador. Nous ne rentrerons pas non plus dans le détail des transactions Bitcoin. Contenons-nous de dire qu'elles sont constituées de 2 morceaux, entrée et sortie, et possèdent 2 statuts possibles, dépensés ou non dépensés. Précisément, l'ensemble des sorties de transactions non dépensées, qu'on retient avec l'acronyme anglais UTXO pour Unspent Transaction Output, constitue toute la richesse du monde susceptible d'être dépensée. Il y en a plusieurs centaines de milliards en évolution perpétuelle. Exception faite du million de bitcoins environ minés par Satoshi Nakamoto et qui n'ont jamais été déplacés. C'est en gros l'équivalent des pièces de monnaie en circulation, ou plus exactement, l'équivalent des pièces de monnaie en circulation susceptibles d'être dépensées, ainsi que les conditions pour que cela puisse voir le jour. Chaque nœud du réseau en possède une copie locale. Cet ensemble s'appelle l'UTXO7 et pèse environ 10 gigabytes à l'heure où ces lignes sont écrites, mais est en forte augmentation suite au succès du Bitcoin. Il est raisonnable d'imaginer que l'UTXO7 augmente d'environ 5 gigabytes par an. Des projets sont en cours pour pouvoir compresser cette base de données qui occupe de plus en plus de place. Grosso modo, lorsqu'on souhaite envoyer de l'argent à quelqu'un, on rédige une transaction en donnant la preuve qu'on possède bien l'argent qu'on souhaite envoyer. C'est la partie entrée de la transaction, et en indiquant le nom du ou des bénéficiaires. C'est la partie sortie. Cette transaction est transmise sur le réseau Bitcoin. Si la transaction est légale et a été correctement rédigée, celle-ci sera relayée par les nœuds du réseau qui en prendront donc connaissance. Elle fera partie d'un ensemble de transactions en attente de validation. Cet ensemble de transactions en attente de validation s'appelle la mempool pour memory pool. Chaque nœud du réseau possède sa propre mempool et reçoit, en moyenne, plusieurs transactions à la seconde qui sont enregistrées. Pour donner un ordre de grandeur, la mempool est la plupart du temps inférieure à 100 MB et du reste, par défaut, le client Bitcoin Core limite à 300 MB la taille de la mempool. Pour inciter le mineur à insérer rapidement la transaction donnée dans un bloc, l'expéditeur d'une transaction est incité à inclure des frais de transaction. Plus une transaction contient de frais de transaction, plus elle a de chances de quitter rapidement une mempool. En tout, la récompense contenue dans un bloc
est aujourd'hui constitué pour environ 10% par des frais de transaction. Cette proportion varie et est amenée à augmenter avec le temps, avec la baisse programmée des récompenses contenues dans les blocs. Venons-en maintenant à la chaîne de blocs ou blockchain. Le fait d'émettre une nouvelle transaction donnée ne modifie pas l'UTXO7. Pour le faire, il faut que la transaction soit enregistrée dans un ensemble particulier appelé bloc. Un bloc, s'il est légal, et nous allons voir plus loin la condition pour qu'il le soit, est donc la condition sine qua non pour qu'un nœud qui suit le protocole Bitcoin modifie son UTXO7. Dans sa forme la plus simple, un bloc B est juste un triplet XYD où X représente un ensemble de transactions ainsi qu'une référence vers le bloc précédent. En termes techniques, cette référence est un pointeur de hash. Y est un nombre généralement appelé nonce dont l'intérêt est limité à l'existence du bloc. Et enfin, D est un paramètre de difficulté modifié régulièrement pour maintenir une durée moyenne de 10 minutes entre deux blocs. Un bloc doit vérifier la condition suivante. Phi de XYD égale 1, où phi est une certaine fonction à valeur dans 0,1 servant à définir des preuves de travail. On a ainsi reprise une notation présente dans une précédente vidéo. Le nonce, Y, est précisément une preuve de travail. Le paramètre D mesure en quelque sorte la difficulté à créer le bloc B. Il y a d'autres conditions techniques. Pour donner un ordre de grandeur, depuis la modification SegWit, un bloc peut peser jusqu'à 4 MB. Chaque bloc étant lié à un bloc précédent, on peut remonter ainsi au bloc dit bloc Genesis B0, premier bloc à avoir été miné par Satoshi Nakamoto le 3 janvier 2009. En guise de pilier de néobanque, le bloc Genesis contient aussi le titre à la une du Times, ce jour-là, qui annonçait une nouvelle intervention de l'État afin de sauver les banques de la faillite suite à la crise dite des subprimes. Tous les blocs créés depuis la création du Bitcoin sont donc reliés entre eux et forment un graphe enraciné. La racine étant le bloc Genesis. On peut identifier dans ce graphe des suites de blocs B0 jusqu'à Bn, où chaque bloc BI fait directement référence au bloc précédent BI-1 et où B0 est le bloc Genesis B0. Parmi toutes ces suites de blocs, on distingue celles qui maximisent la somme des DI, où DI est le paramètre de difficulté ayant servi à constituer le bloc BI. C'est donc la chaîne de blocs la plus solide. On l'appelle chaîne de blocs officielle ou simplement blockchain ou parfois blockchain officielle s'il y a une confusion possible. Ainsi que nous le verrons, la suite des paramètres de difficulté DI est localement constante, modifiée tous les 2016 blocs. En particulier, cette suite est la plus longue qu'on puisse trouver. Celle qui contient le plus de preuves de travail. Pour donner un ordre de grandeur, la taille de la chaîne de blocs officielle, aujourd'hui, se rapproche des 600 GB. La hauteur d'une chaîne de blocs est par définition la hauteur du dernier bloc de celle-ci. Tous les nœuds qui le souhaitent peuvent chercher à créer des blocs. Cette activité s'appelle le minage. De manière imagée, découvrir un bloc est aussi difficile que d'extraire de l'or d'une mine. Un mineur qui découvre un nouveau bloc fait part de sa découverte au reste du réseau. Si la hauteur du dernier bloc miné est supérieure à la hauteur du dernier bloc connu, tout nœud, suivant scrupuleusement le protocole Bitcoin, va reconnaître ce bloc comme légal
et en conséquence mettre à jour son UTXO7. Il va également purger sa mempool de toutes les transactions qui auront désormais été enregistrées dans la blockchain. Il est bien sûr aussi possible pour un mineur de transmettre non pas seulement un bloc, mais un ensemble de blocs. Si ceux-ci définissent une chaîne de blocs dont la hauteur est plus grande que la hauteur de la blockchain connue du reste du réseau, celui-ci va accepter la chaîne de blocs du mineur et la considérer désormais comme la blockchain officielle. Il se peut alors que certains blocs qui faisaient partie de l'ancienne blockchain aient disparu de la nouvelle. On parle de réorganisation de la blockchain. Il s'agit maintenant d'examiner un cas malheureux qui pourrait donner lieu à cette situation, une tentative de double dépense.